Bonjour, je m'appelle Christophe Vago, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. Je travaille une quinzaine d'années en entreprise, en Amérique du Nord, en France et en Russie. J'ai travaillé aussi une quinzaine d'années comme psychiatre, psychothérapeute. Je vois essentiellement des gens qui ont des troubles anxieux et là-dedans je vois des personnes qui souffrent de burn-out, de stress en entreprise. J'ai écrit un livre sur le stress en entreprise il y a quelques années. Et je voudrais par ces vidéos présenter les différents acteurs, les différents volets qui interviennent en fait dans l'histoire de quelqu'un en burn-out. D'abord la personne elle-même, peut-être ses fragilités, la situation dans laquelle elle se trouve. En deuxième, le manager. En troisième, en montant dans la ligne hiérarchique, la direction générale, l'entreprise, le contexte de l'entreprise et la DRH. Enfin, des intervenants qui sont peut-être un peu plus en marge, comme le médecin du travail, comme les syndicats, ou qui sont extérieurs à la structure, que sont par exemple l'avocat ou les professionnels de santé, médecins généralistes, et quelqu'un comme moi, psychiatre et psychothérapeute. Les acteurs du burn-out, d'abord, c'est la première personne, bien sûr, celle qui souffre de burn-out. Et la personne qui souffre de burn-out, c'est la rencontre, je pense, d'une personnalité et d'un contexte. Personnalités sont souvent des gens qui sont des enthousiastes. On dit que le burn-out, c'est la maladie des enthousiastes, qui peuvent avoir des traits perfectionnistes, ou s'ils sont jeunes, ils n'ont pas changé de modèle. Ils restent dans un modèle qui est le modèle de l'étudiant. C'est-à-dire, plus tu travailles, plus tu feras plaisir à tes enseignants, plus tu feras plaisir, dans ce cas-là, à ton supérieur hiérarchique. Ils ne mettent pas de limite. Plus tard, ça peut être aussi des managers de 50 ou 60, enfin, qui vont vers leur retraite et qui peut-être ne mettent pas de limite parce qu'ils n'ont pas su maîtriser complètement les nouvelles technologies. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a 20 ou 30 ans, vous preniez du travail chez vous le week-end, il y avait une limite, puisque à un certain moment, vous aviez épuisé toutes les informations que vous aviez sous la main. Maintenant, vous avez accès à Internet, et il n'y a pas de limite, donc ils peuvent s'épuiser en fait, par le travail qu'ils rapportent chez eux, par exemple. Donc c'est d'abord une personnalité et aussi un contexte. Un contexte, ça peut être des difficultés justement dans l'entreprise, au point de vue management. D'abord un management qui donne une certaine ambiguïté, qui donne une surcharge de travail et qui fait que les personnes petit à petit s'épuisent. Et c'est aussi le facteur bien sûr humain en entreprise, hein, le N+1, les collègues qui donnent des stress qui vont aussi à l'épuisement. Petit à petit, la personne en burn-out se sent de plus en plus fatiguée, ressent un épuisement émotionnel, physique, des idées de dépression, c'est-à-dire il pense qu'il est de moins en moins capable de faire les choses, il a des troubles de sommeil, des troubles de concentration, des troubles de mémoire, il ne se reconnaît plus. Ce qu'on appelle une sorte de dépersonnalisation, qui est en fait une sorte de repli, une distanciation par rapport à ce qui se passe. Petit à petit, cet état empire comme il a une certaine honte, il se cache. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, en fait, c'est qu'il aille en parler à ses supérieurs hiérarchiques, sa ligne hiérarchique. Je pense que s'il a une chance de s'en tirer, c'est vraiment en parlant à sa ligne hiérarchique, en disant que ça ne va pas, qu'il est débordé. Mais pour différentes raisons, il ne le fait pas. Aussi, une raison aussi qui fait qu'il est dans un repli, qui est un symptôme du burn-out, il ne le fait pas, et petit à petit, donc, il s'implique, enfin, il est dans ce cercle de fatigue, qui a aussi des répercussions dans sa sphère familiale. Il inquiète son ou sa conjointe, ça donne une inquiétude chez les amis et les enfants. Et c'est que bien tard qu'il va consulter un professionnel de santé, qui peut être d'abord un généraliste, éventuellement un psychiatre. Et contrairement à ce que l'on dit, ce ne sont pas des gens qui demandent des arrêts de travail. Au contraire, c'est des gens qui ne veulent pas d'arrêt de travail. On a bien du mal à leur proposer, quand ils sont vraiment épuisés, ils ne peuvent plus travailler, c'est juste à ce moment-là qu'ils acceptent un arrêt de travail et un peu de repos. Voilà ce que je vois en fait avec mon positionnement de la personne qui tombe en burn-out. Cet arrêt de travail peut être assez long. Pourquoi un arrêt de travail? C'est parce que quand on est à un stade d'épuisement important, c'est la seule façon de le protéger vis-à-vis de la situation, de ne pas continuer à s'épuiser et à s'hyper impliquer dans son travail. Et donc c'est seulement après plusieurs semaines, plusieurs mois en fait d'arrêt de travail, et peut-être un traitement aussi, que la personne reprend
son énergie et réverse ses mois en fait, parce que cet épuisement a duré des mois et de nouveau est convalescente. Et à un moment de convalescence, on peut penser à la réintégration en entreprise. Voilà ce qui est généralement l'histoire de quelqu'un en burn-out, avec des risques de rechute s'il ne comprend pas ce qui s'est passé et s'il ne met pas, en fait, si il n'y a pas des mesures, il ne met pas en place des mesures pour se protéger lors d'une autre fois.